C'est moi. C'est moi l'enfant au regard d'arc-en-ciel déchiré. C'est moi l'enfant aux yeux sombres, où dormaient des silences et des incendies. Vautré dans ma maison, j'avais l'âge de me taire, mais j'ai préféré hurler au lieu de m'étouffer dans mes soupirs. J'ouvrais ma gorge pour ne pas mourir, je poussais des cris pour rester vivant, pour rester debout, exilé de mon propre corps. Je cherchais des étoiles dans l'horizon de ma solitude, je claquais les portes, je tournais le dos aux lignes droites, je traînais dehors pour croiser la beauté sauvage, je mangeais des fruits interdits pour réveiller mes démons, j'étais comme un fleuve en furie, une pierre qui brisait d'un seul coup le secret des vitres. Mon corps était trop petit pour abriter ma colère. Il fallait vomir. Alors j'ai ouvert mon ventre. J'ai fait un gros paquet avec mes entrailles et je l'ai balancé à la gueule du monde. J'ai arrosé tous les murs avec ma pourriture sacrée. Oui, c'est moi le poète qui crachait sur le vieux monde, qui découpait le verbe avec des couteaux pour donner naissance à la lumière. C'est moi l'ange blessé qui flânait au gré des rues peuplées de tourments. Moi la bête dont le corps explosait de rêves fous, le cœur en émeute et le visage ravagé par des flammes. C'est moi la mauvaise herbe, c'est moi qui vivais avec un flingue sur la tempe. Il était chargé de fleurs noires. C'est moi l'enfant de la marge, la chair livrée au supplice des charognes. C'est moi la lune froide qui buvait du poison pour s'évaporer dans les effluves de la nuit. Étoile égarée dans le ciel souterrain, j'arrachais des notes au silence pour accorder mon cœur avec la musique décousue des rails. Graine maudite plantée dans les artères de la ville, c'est moi la fleur sauvage qui poussait dans le ventre de la ville. C'est moi l'enfant de l'orage, la tête pleine de poussière, je roulais à 1000 pour toucher du doigt l'intensité. Malgré les feux rouges dans mon crâne, la petite voix au fond de moi, je l'ai noyée à chaque fois dans le boucan qu'était ma vie, une tempête que j'étais, et à la place des pensées, un fleuve de cendres que le vent faisait valser. C'est moi l'homme aux 5 continents de peine, c'est moi qui combattais les monstres pour qu'ils laissent en paix mes semblables. C'est moi l'enfant rebelle dont la bouche embrassait le danger. Je mangeais des flammes pour brûler ma douleur et je roulais mon corps dans les braises et je dansais sur des couteaux ardents pour que brille mon sang sous le soleil. C'est moi, le garçon qui parlait avec la bouche pleine d'étoiles. C'est moi qui contrariais le mauvais temps, forêt vivante même sous les assauts des cyclones. C'est moi dont le rire explosait à jamais pour éteindre l'obscurité. C'est moi le diamant noir que voulaient dévorer les fauves. Alors me voici revenu de la morsure. Je marche encore, témoin d'un monde qui va mal, témoin d'une époque à la face pleine de ratures. Me voici, je débarque avec ma cargaison pleine d'étincelles, printemps fleuri d'herbes folles. Me voici, mon souffle n'a pas peur de l'abîme et ma poésie n'a pas de limite. Elle creuse des brèches partout, elle regarde la mort en face, elle crève les yeux de la violence, elle parle la langue de toutes les révoltes. Voici, je viens vomir mon mal-être, éventrer mes peines et vous baigner dans mes abcès. J'invente la formule de mon propre chaos. Et mon cœur armé d'un flingue, et mes mots se dressent comme des poignards sans pitié, et je crible les murs, et nuit et jour je dégaine tout sur des bouts de papier, et partout je trace des lames de lumière pour égorger les ténèbres. Regardez, mes doigts tremblent encore de folie. Mes mains brûlent d'urgence, comme si des bruits de chaînes résonnaient dans ma peau, comme si dans mon sang se déchaînaient des milliers de volcans, comme si dedans moi, des couteaux jouaient une musique atroce. Voici, je valse jusqu'à ma chute, j'embrasse mes songes noirs et je fais ma prière secrète aux oiseaux.
et des horizons de toutes formes se mettent à pleuvoir devant moi, et la beauté fait des dégâts considérables. Et le poème debout, seul témoin de mes ravages. Voici, je vous parle depuis mes abysses, 4 siècles, mais ma douleur a le même drapeau, ma rage n'a pas baissé les bras, toujours le même cri accroché à mes lèvres, la même fièvre qui me dévore la chair, un brasier fou qui fait la fête au fond de moi. Il fait 100 degrés dans mes veines, pleine lune, blessure, il pleut rouge dans mon silence. Voici, j'ai traversé la longue nuit sur une lame. Mon corps déchiré gicle encore de bleu, prière du sang ressuscité de mes cieux de poussière, de songes noirs. Un lac où plonger ma mémoire. Le silence se pose sur mes branches. Je lui raconte mon long trajet de sanglots. Il est dit quelque part dans le cœur que les larmes font fleurir la lumière. Mes yeux rouges connaissent le secret de ce poème. Les heures passent sur mon corps, train rouillé, la nuit se couche à mes côtés, tandis que d'étranges oiseaux picorent dans mes cauchemars. Mais dans mon rêve, voici le jour qui renaît, dedans moi des démons qui me rongent, flamme éphémère dans mes ombres. Je fais des piqûres à l'aurore, mon horizon fumé noir, sève amère, flétrissure dans ma chair. Avant d'être, je marchais si loin de moi-même, cœur plongé dans les eaux troubles. La nuit, je m'enroulais dans les draps gelés de mon silence et je lançais mon souffle dans un ciel de cendres, paupières peuplées de rêves de pluie, et tel un drapeau déchu, je regardais mon nom se déchirer dans des paysages d'ombre épaisse. Un jour, j'ai bravé le sang. J'ai soulevé ma peau et j'ai touché du doigt la liberté. Elle m'a fait des yeux doux de lumière. Un jour, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai plongé mon regard au fond de moi et pour la première fois, j'ai vu ma vie brûlée vive par la beauté. Et je l'ai prise dans mes bras. Et ensemble, nous avons pleuré d'amour. Et pour toutes les ténèbres traversées, et pour les 4 siècles de nuit traversés, nous avons risqué nos voix dans la même chanson soleil. Au passage, les terres foulées, le chant des astres, les gorges nouées puis libérées à force de nourrir le cri, l'écho du verbe dévale les sanglots, la sueur des mots devance le sang des jours. Au passage, assises à la même table, nos étoiles se croisent, un dialogue de visages, de sourires, de sel et de pirogues libres. L'histoire traverse. Nous attrapons l'héritage de lumière. Merci. Merci beaucoup, cher Jean d'Amérique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette soirée créée en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dans le cadre de l'exposition Guillaume Guyon-Lethière, né à la Guadeloupe, qui est présentée en ce moment même au sein du musée du Louvre. Ce que nous avons voulu faire ce soir, c'est mener ces conversations autour du serment des ancêtres en plusieurs temps, pour multiplier les regards, les approches autour de ce tableau important dans la carrière du peintre, qui est le point de mire de l'exposition.
Pour présenter les différents intervenants, vous avez eu à disposition un petit QR code pour avoir les biographies des uns et des autres, parce que je les présenterai brièvement par rapport à l'importance de ce qu'ils ont pu écrire notamment. Ce qu'on a voulu faire, c'est notamment en raison du fait que le tableau n'est pas présent dans l'exposition, il n'a pas pu voyager du fait de la situation de violence tragique en Haïti en ce moment. Mais il nous a semblé vraiment très important de le rendre présent ici à Paris, et on le verra une fois encore, puisque vous découvrirez dans la conversation que ce n'est pas la première fois qu'il est présent à Paris, par ses paroles. Il est très important parce qu'il s'inscrit pleinement dans une histoire transatlantique, qu'il révèle des histoires partagées entre la France, en Hexagone, en Guadeloupe et Haïti. Comme notre envie donc était d'ouvrir le tableau au regard, je vous indique que vous aurez bien évidemment le temps de vous exprimer dans un temps de questions-de-réponses et de réactions, dans un 4e temps de notre soirée. Donc, 2e temps après la première participation de Jean d'Amérique, je suis avec Frédéric Régent, historien, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et peut-être, pour reprendre ce qu'on vient d'entendre, pour nous présenter, l'idée dans ce temps, c'est de nous présenter les événements historiques qui sont évoqués par ce tableau. Et peut-être pour reprendre ce qu'on a entendu dans le texte de Jean d'Amérique, à quel cri de liberté ces personnages répondent-ils ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci au Louvre et à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage de m'avoir invité à cette soirée. Alors, le cri auquel ils répondent, alors déjà, il est inscrit sur la stèle que vous voyez ici. Et ce cri, c'est « Vivre libre ou mourir ». Et ces termes sont à la fois la devise des Jacobins, je vais expliquer ce que c'est, et aussi une reprise d'un élément de la déclaration d'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, mais là il était écrit la liberté ou la mort, ce qui veut dire à peu près la même chose. Donc vivre libre ou mourir, c'est en 1789, donc les Jacobins, c'est au moment du début de la Révolution française, se crée une société des amis de la Constitution, d'ailleurs dans lequel on va trouver dans un premier temps des esclavagistes, aux côtés de gens comme Robespierre, comme Danton, comme Brissot, donc de gens qui vont être pour l'abolition. Et ensuite, cette expression de vivre libre ou mourir va traverser la Révolution en étant vraiment le slogan, la devise du côté gauche des assemblées de la Révolution, et ça va être repris par la suite, notamment par Louis Delgrès en 1802, alors, en plus précédé de Vive Bonaparte, vive libre ou mourir, enfin bon, ça va être repris ensuite par les révolutionnaires haïtiens dans le processus de guerre d'indépendance. Et du coup, justement, révolution en Haïti, guerre d'indépendance, est-ce que tu peux, on a dit qu'on se tutoyait, est-ce que tu peux replacer les différents éléments qui sont présentés sur ce tableau, de replacer chronologiquement aussi cette histoire ? Alors, dans les éléments, donc les deux principaux personnages, donc il y a Boyer, donc pas Boyer, Pétion, donc l'homme métissé, et puis Dessalines, l'homme de couleur noire, donc qui est habillé dans un costume de hussard. Donc il représente deux des catégories de la population qui existaient à l'époque de l'esclavage, à savoir les libres de couleur, mais il pouvait y avoir des noirs libres de couleur, mais majoritairement ils étaient métissés, et génériquement ils étaient appelés les mulâtres dans les documents. Et puis de l'autre côté, eh bien, les anciens esclaves, comme Dessalines, qui a été esclave, et notamment des recherches récentes ont montré qu'il aurait été esclave du beau-père de Toussaint Louverture, enfin, ou du gendre de Toussaint Louverture. Alors ce que l'on voit ici, donc c'est les deux meneurs, à la fois de ce qu'on appelle les hommes de couleur, les mulâtres, et les noirs. Et ces deux meneurs se sont
par le passé leurs chefs respectifs. Pétion était le second d'André Rigaud, Dessalines le second de Toussaint Louverture, se sont fait une guerre entre 1799 et 1800. Alors peut-être revenir au début quand même. La société coloniale de Saint-Domingue est formée, l'ancien Haïti, de 3 catégories, donc les blancs, les libres de couleur, les esclaves. La Révolution permet dans un premier temps aux libres de couleur d'obtenir l'égalité avec les blancs au prix de combats. Dans le cadre de ces combats, ils arment des esclaves. Les esclaves entendent parler de liberté, ont des armes à la main et se révoltent à leur tour. L'esclavage va être aboli en août 1793 à Saint-Domingue et puis peu à peu vont se créer 2 pouvoirs à Saint-Domingue. Dans le sud de Saint-Domingue, un pouvoir mulâtre, d'anciens libres de couleur, et dans le nord, un pouvoir mené par des officiers noirs avec un ancien affranchi qui est Toussaint Louverture. Toussaint Louverture va prendre le contrôle de l'île en 1800, notamment en menant une guerre civile contre le parti des hommes de couleur mulâtres du sud, et Pétion fait partie de cette armée qui est vaincue, qui ensuite va revenir en 1802 avec Leclerc, qui est le beau-frère de Napoléon Bonaparte. Il a épousé Pauline et qui est chargé de rétablir l'autorité du régime consulaire, voilà, ce qui est permis par la paix avec l'Angleterre. Et donc, en fait, ce moment de l'alliance des deux, oui, c'est cette menace de la troupe de Leclerc qui... Alors, une petite nuance. Donc Pétion arrive dans l'expédition Leclerc. Et d'ailleurs, dans l'expédition Leclerc, on retrouve aussi Jean-Baptiste Bellay. Et Dessalines, après avoir combattu pendant 2 mois, finalement, Leclerc promet que tous ceux qui se rallient à lui conservent leur grade dans l'armée. Donc il se rallie, puis de toute façon le rapport de force du fait des différents ralliements de Christophe, du frère de Toussaint Louverture fait que il se rallie, même Toussaint Louverture se rend lui-même et accepte de rester, puis en plus on lui promet de pouvoir rester à Saint-Domingue, sauf qu'un mois après il est déporté. Et le moment que l'on voit ici, c'est en octobre 1802, lorsque se met en place la politique de Leclerc il commence à faire des exécutions de soldats de couleur, d'officiers de couleur, enfin noirs ou métis. À ce moment-là, les deux se rendent compte qu'ils sont en danger. Ils décident de s'allier contre le corps expéditionnaire. Donc on voit cette première alliance, donc en octobre 1802, et puis la deuxième chose que l'on voit sur le tableau, c'est le début de la Constitution impériale de 1805, ces premiers articles, et également cette devise « Vivre libre ou mourir », qui est la devise de révolutionnaires français qui a été intégrée par ces révolutionnaires haïtiens. Et alors ce que je voudrais ajouter quand même, c'est sur le peintre, Guillaume Lethière. Il peint ce tableau donc en 1821, et ce qu'il faut savoir, c'est écrire « Vivre libre ou mourir » en 1821, c'est pas risquer sa vie, mais enfin c'est risquer d'être exilé, parce que les Jacobins sont ceux qui ont tué, enfin qui ont fait le procès de Louis XVI et l'ont condamné à mort, et en 1821, le roi de France, c'est Louis XVIII, qui est le frère de Louis XVI. Donc c'est un acte politique très fort qu'il fait en écrivant « Vive libre ou mourir » sur ce tableau. Et on reviendra sur ce caractère politique du tableau et aussi sur pourquoi ce tableau a été aussi justement peint en cachette et envoyé secrètement vers Haïti. Merci beaucoup Frédéric Régent pour cet éclairage historique qui va nous permettre de continuer nos ouvertures et de déployer notre discours. On va avoir un nouveau temps avec Jean d'Amérique à présent. Certains matins, me réveiller, soulever mes paupières pour que s'envolent mes rêves cercueils. Fixer le mur pâle où mes yeux géographes dessinent une carte de peine familière.
Une goutte de sang court après le silence. Est-ce ma rose déchue qui cherche sa tombe? Entre mes mains, je tiens mon enfance blessure, une lame aux dents vermeilles pour dévorer l'horizon. Jour malheur, un oiseau pays fait naufrage dans ma bouche. Ok, sanglots, salive, bave gluante, puis crachat et morsure. Lèvres déchirées par un cri douleur, fruit d'une saignée atroce, mémoire du fouet, souvenir sang des rigoises qui dépouillaient ma chair de toute lumière. Par-delà les crises de suffocation, la gorge colère retrouvée, et les tempêtes, et les orages, et les toutes entrailles dehors, et les forts, et les à fendre l'âme. Ma langue braise lâchée dans la savane monde renaît hors silence, hors barricade et tout musellement. Du vent matriciel, elle gonfle ses ailes pour des lendemains vierges. Aller racines, retour errance. Toute bride brisée, ma voix entonne maintenant un chant cyclone, fleur bourrasque dans le ciel haïtien, poème chaos dans la nuit caraïbe. Mais une entrave toujours insiste, une entrave toujours insiste, relent têtu d'un pays plaid, une entrave toujours insiste, songe d'une enfance soleil, jeté sans bouée dans la mer tourmentée de l'exil. Souffle amer, tantôt orage, je respire, tantôt cendre, je m'étouffe. Je n'étais pas poète, j'étais homme, j'étais femme, pluie acide et bois sec, à moi les morsures, le fragment, la perte, flanc des accès, épaules brisées, perles miennes. J'étais trans, à même les os dans mon fer intérieur. Je n'étais pas poète, je n'avais que cette bouche à l'envers, une mitraillette née déchargée et des soleils à encadrer. Et le visage couché dans le caniveau, au temple où marche-pied, je regardais passer la vie, me livrant sans trêve la nuit en danse éclaboussure. Je n'étais pas poète. J'étais bloc et poussière, au rouge et crachat sauvage, caravelle percée qui remonte. La mer furieuse du quotidien, ma torse nue faisait le ménage sur les bitumes de toutes ces villes où nul aube ne sait courir. L'œil volcanisé, je veux bien, mais je n'étais pas poète. Je marchais au milieu d'une marée de fauves. Leurs dents m'arrachaient le verbe et le plastique achevait chaque veine de mon corps. L'une galvaudée au premier trottoir venu. On n'écrit pas avec les entrailles. Elles forment des phrases trop lourdes pour nos petits carnets. C'est toujours aux mots qu'on fait payer le fracas. Une fois l'horizon peuplé de silence, on songe aux langues qu'on n'a pas appris à parler. Quand on tranche une gorge, vous voyez sans doute son langage déborder comme un soleil trop mûr. Ce n'est pas tant les soupirs qui épuisent, c'est la nuit qui envahit le cri. Il suffit de mon visage pour composer le récit du sang. Le nom paré de blessures, je n'étais pas poète. Jour muet, forêt brûlée, j'avais les mains cachées derrière le vide et le cœur endormi dans une laverie automatique. Et je passais mes rêves en examen et je repassais ma fièvre à chaque levée crépusculaire. L'ardeur crevée dans la marmite urbaine, les bagages abandonnés au ciel mort, le nombril scellé au néant le plus abouti et je grimpais le seuil clinique de la désolation. J'étais frais tel le pain qu'on désire, triste comme la croûte qu'on se retient de casser. Je n'étais pas poète, j'étais l'acacia violet, l'oiseau piégé au nord d'un arbre poison. J'étais cette soif, humiliée à même le fleuve, que firent pourtant jaillir les bras de mes ancêtres. J'étais cette faim, humiliée comme une traînée dans un combat à la hache. Ma phrase s'en allait sous les semelles et on m'invitait à écouter la vie dans les discours officiels. Le corps traversé par des miroirs, je contemplais par-ci des opacités me ravager, par-là un désert me travaillait, jusqu'à éclore des songes amers. Je n'étais pas poète,
Je laissais les fleurs pousser en moi et l'éclair battait ma porte à la minute. Éternelle ma rage, le sang facile et le chant opaque face à l'obscur. J'avais l'âge de la pierre légère et l'esprit taillé contre le front fixe. Je n'étais pas poète. Je n'avais dans le sac qu'une prose entourée de cadavres. Merci Jean d'Amérique, poète. J'ai le plaisir maintenant d'ouvrir la conversation à Yannick Lahens, femme de lettres, professeure, première titulaire de la chaire des mondes francophones au Collège de France. Et puis Anne Lafont, historienne de l'art, directrice d'études à l'EHESS. Et pour commencer cette conversation, je vais peut-être revenir sur nos premiers échanges. Anne, où j'étais un peu perturbée par ce que représentait ce tableau et que je me demandais pourquoi ce serment. Et tout de suite, la chose qui est venue, c'était la question de la fabrique picturale de ce motif. Donc je pense que ça serait intéressant de déployer cet élément. Avec plaisir, Coralie, mais je vais te présenter parce que finalement, nous sommes connus, mais tu ne t'es pas présentée. Donc, Coralie de Souza-Vernet, qui est conservatrice du patrimoine et qui est donc en charge, alors on ne peut pas dire des collections, mais en charge de toute la question patrimoniale, on peut dire ça comme ça, à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ceci dit, je vais effectivement, c'est vrai que dans nos premières discussions, c'est un tableau très intéressant, puis après l'exposé de Frédéric, on situe un peu les personnages, mais c'est vrai qu'il y a une autre dimension, je dirais, de la vie du tableau, qui est celle qui fait écho finalement à l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'une image, un tableau s'inscrit toujours dans une série, dans quelque chose qui a une réflexion qu'on dit intermédiale, c'est-à-dire qui discute avec ce qui l'a précédé. Et dans le cas de Lethière, c'est intéressant de voir que précisément l'utilisation de la scène de serment, qui est très propice à une image, à un tableau, est utilisée à cette époque de la fin du XVIIIe siècle, donc début du XIXe siècle, comme un motif politique fort, pour pouvoir dire deux choses, de mon point de vue, à la fois résumer un événement qui s'est déroulé dans le temps, là en l'occurrence l'union donc des libres de couleur et des noirs, et en même temps l'ensemble de la population qui se réunit pour se fédérer autour d'un projet politique commun. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'image fonctionne pour décrire un événement historique, on ne peut pas le raconter dans une image fixe. Donc on utilise des moments qui sont un peu des pignons ou des pics d'informations et dont on déduit finalement plusieurs autres choses. Et ce serment des ancêtres ici fait donc écho à quelques images que je n'ai qu'à feuilleter. Voilà. Fait écho à plusieurs autres qui renvoient à différents événements, je dirais, de l'histoire de l'art. Ici, on a donc un tableau du peintre suisse-allemand Füssli, qui fait écho au serment du Rütli, qui était lui-même un événement de la Confédération suisse du début du XIVe siècle. Mais c'est un des premiers qui trouve ce motif comme étant propice à donner en quelque sorte une sorte de visibilité à un moment politique inaugural. On a ce premier-là. Le deuxième qui est très connu, bien évidemment, surtout des gens qui viennent au Louvre, le serment des Horaces. Là, c'est un renvoi à l'histoire romaine et c'est le moment où les frères Horace font le serment, précisément auprès de leur père, de se battre jusqu'à la mort. Je crois que c'est même, enfin en tout cas c'est le motif linguistique qui est resté dans notre tête, se battre jusqu'à la mort contre les Curiaces pour sauver la Rome antique. Bien évidemment, en se rapprochant dans le temps, le serment du jeu de paume, en l'occurrence l'original est à Versailles, dans une autre version plus grande, etc. Mais qui est ce moment où les députés décident de rester ensemble jusqu'à la production d'une constitution donc pour ce nouveau régime. Donc c'est vraiment, je crois qu'on peut, je voulais dire juste un mot de cet autre tableau de Füssli, qui est un tableau plus tardif, mais c'est ce qui est intéressant de noter avec le serment des ancêtres, en tout cas de Lethière, c'est qu'il inscrit ce moment inaugural
pour Haïti, en se servant d'une image canonique, d'un motif qui fait écho à ce que lui-même a mis en place donc dans sa formation de peintre néoclassique. Et c'est donc, je dirais, dans ce rapprochement de cette histoire, de cette île, de cette première démocratie ou de cette première démocratie noire, il pense que le motif qui a atteint une forme d'universalité en fin de compte avec le motif du serment dans le temps des révolutions atlantiques va être le plus propice à le représenter. Je vais poser la question, Yannick. Toi qui es moins rompu à l'observation de la peinture académique, qu'est-ce que tu vois dans ce tableau ? D'abord, je voudrais remercier le Louvre et la Fondation de la mémoire de l'esclavage pour cette invitation. C'est un tableau dont je vais parler avec beaucoup de plaisir et une certaine émotion, dans la mesure où ce tableau, pour moi, suit le parcours même de l'histoire haïtienne, avec ses hasards historiques, ce pays à commotion, hasards climatiques, géologiques. On en reparlera. Donc ce tableau est vraiment une métaphore il l'offre à Haïti, mais en même temps ce tableau va suivre notre parcours. Et c'est en ce sens qu'il est vraiment très important. D'abord, ce tableau a été retrouvé dans l'ancienne cathédrale, dans un état assez piteux, parce qu'on a dû procéder à la restauration une première fois. Il était un peu laissé à l'abandon. Une fois la restauration, il est mis au Palais National, tremblement de terre, deuxième restauration. Et aujourd'hui, il se retrouve au musée de numismatique de la Banque nationale, dans un territoire perdu, inaccessible. C'est-à-dire un territoire où on ne peut pas accéder à cause de la violence des gangs. Donc là encore, je me dis, voilà un tableau qui nous accompagne. C'est un peu une métaphore de notre propre histoire. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ce tableau, je vais en parler en tant qu'haïtienne, en tant que personne vivant en Haïti, en tant qu'écrivaine, je ne suis pas une spécialiste de la peinture, mais pour moi, dans la vie de Guillaume Leclerc, qui a beaucoup peint avant, on a l'impression que c'est un moment clé. C'est un homme arrivé à la maturité, mais c'est aussi une sorte d'illumination, de révélation. Ce qui s'est passé là, c'est aussi mon histoire. Quand on parle d'Haïti, on parle de moi. Et il signe pour la première fois, n'est-ce pas Anne, né en Guadeloupe. Tous les autres tableaux ne portent pas cette mention. Donc c'est important pour lui de s'inscrire dans quelque chose qui est de l'ordre de l'universel. Mais la révolution haïtienne, qu'on le veuille ou non, c'est une centralité. C'est quelque chose qui fait rupture, qui s'inscrit effectivement, il le montre ici. C'est une proposition de la part de Leclerc aussi, d'un acte de foi dans cette nouvelle intelligibilité du monde que proposent les Lumières. Mais ce dont on doit se rendre compte, c'est que même les évolutions les plus avant-gardistes, les plus portent leur imperfection et leur côté inachevé. Et la révolution haïtienne va montrer justement peut-être cet inachèvement, parce que la révolution haïtienne, après la révolution américaine, qui est centrale, la révolution française, qui est centrale, va plus loin en montrant les Noirs sont égaux dans l'humanité. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il s'en rend compte à ce moment-là? Mais il a l'intuition qu'il y a quelque chose de fondamental qui se joue là. Et dans la construction du tableau, on a parlé de ça. Tu m'as dit quand même que tu voyais dans ce second plan, donc pas le premier plan qui rend hommage, on va dire, à l'abolition de l'esclavage avec ses chaînes brisées, ce collier de marron, mais plutôt dans le second plan avec ce peuple. Tu y voyais là quelque chose de cette utopie pas tout à fait réalisée? Absolument. Je crois qu'il y a, si on regarde le tableau, il y a la lumière qui arrive d'un personnage divin, là-haut. Il y a ces personnages dans un deuxième étage, je pourrais dire. Donc Pétion et Dessalines. Mais le propre projet de Pétion et Dessalines est aussi inachevé. C'est une révolution, mais qui porte son propre inachèvement. Et l'inachèvement, c'est que il y a ce peuple d'en bas, il
il n'est pas pensé. Il y a encore cette impensée qui nous vaut d'ailleurs d'avoir un certain nombre de nos problèmes jusqu'à maintenant, parce que la proposition qui est faite, elle est faite presque en mimétisme de ce que du projet des Lumières. Donc on fait une société, on dit qu'on va reprendre d'abord la plantation. C'est le système économique qui est connu. Or la grande majorité de ceux qui peuplent Haïti à ce moment-là, 400 000 personnes, sont dans un système culturel de la contre-plantation. Dans les premières constitutions, on parle de religion catholique, on parle de langue française, on parle de... Ils sont dans l'agroforesterie, dans le jardin domestique. On est dans la petite propriété paysanne, on est dans le vaudou, on est dans la langue créole. Donc il y a là encore un inachèvement. Et je pense qu'il nous faut penser justement la complexité du monde à partir de ces inachèvements et de ces choses imparfaites. L'histoire n'est jamais parfaite. Et c'est parce qu'elle est imparfaite que nous sommes ici, d'ailleurs, en train d'en parler, pour voir comment aller encore plus loin dans l'humanité, dans les propositions. Et justement, comme on a commencé aussi par le présent, la parole de Jean d'Amérique, on revient dans l'histoire. Et toi, tu nous as amené aussi un regard avec un autre tableau sur justement sur cette chronologie, sur cette vie de l'image, sur cette, aussi sur ce retour sur le moment de l'indépendance et comment on le relie. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce tableau qui s'intitule aussi Le Serment des ancêtres ? Très bien. Alors, je discutais avec le responsable justement du musée de la BRH, de la Banque centrale. Il me dit, mais tu sais, il y a un autre tableau qui a été peint par une femme en 1904, au premier bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Et voilà sa proposition. Elle est intéressante parce que c'est aussi le serment des ancêtres. Mais on n'a qu'un plan. C'est-à-dire que la population ainsi que le héros sont sur le même plan. Et il n'y a pas seulement Dessalines et Pétion, il y a tous les autres. On les voit d'ailleurs, on reconnaît un peu Christophe, on reconnaît les autres. Et c'est une femme qui porte le drapeau. Très intéressant parce que aussi on dit que c'est Catherine Flon à l'Arcahaie qui aurait enlevé la bande blanche qui représente la monarchie française et qui aurait collé le bleu et le rouge qui représentent les noirs et les mulâtres. Voilà. Drapeau qui porte encore aussi, l'inscription Vivre, libre, mourir dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et c'est intéressant de voir comment, après un siècle, on a une autre projection de ce que pourrait être la marche de l'histoire. Autre élément intéressant, c'est que au Zénith, on a des figures célestes. Il y a une figure de race blanche et une figure de race noire. Donc là déjà, c'est quelque chose de différent de la proposition de Guillaume Le Thiers. Ce qui est intéressant aussi, on a les palmiers, qui sont un symbole très fort aussi, je pourrais dire, d'adaptation, d'acclimatation de cette liberté et de cette proposition historique. Voilà. Bon, merci. Peut-être sur justement cette histoire, on a commencé à en parler, Yannick, tu as commencé à en parler sur la question de la signature dans le tableau, sur le nom. Comment cette question du tableau, comment tu pourrais remettre justement en perspective, toujours dans cette histoire de la peinture de cette époque, cette question de la signature dans le tableau et pourquoi elle est si importante déjà dans la dynamique globale, on va dire, de la création picturale à ce moment-là, et pourquoi on souligne ça aussi chez Guillaume Le Thiers. Oui, c'est vrai que sous cet angle, c'est ce que j'appellerais un tableau assez bavard, en fait, parce qu'il y a à la fois des inscriptions en hébreu, donc Yahvé qui est au-dessus de l'être suprême, parce qu'en fin de compte, on parle d'une figure effectivement divine, mais elle peut être déjà révolutionnée d'une certaine manière, même si probablement en 1822, c'est encore une autre signification, mais disons que c'est une présence divine qui est encore associée d'ailleurs à un dieu blanc, qui vient d'ailleurs emprunter à la tradition iconographique de représentation des divinités. Et puis il y a aussi des inscriptions dont on a déjà parlé aussi sur la stèle que nous a relu tout à l'heure Frédéric. Et puis il y a cette signature donc dans le tableau qui
qui, à mon avis, inscrit deux choses dans le tableau. Enfin, en plus, c'est des choses qui ont été assez travaillées par une de mes chers collègues, d'ailleurs, Charlotte Guichard, sur la question de la signature dans le tableau. C'est un moment, encore une fois, si on prend le petit spectre de l'art, c'est un moment aussi d'inscription d'une autorité et d'une manière de faire valoir dans l'œuvre elle-même ce que peut offrir de symbolique le nom dans la valorisation de la peinture elle-même, c'est-à-dire que tout ce phénomène d'attribution, de classement propre au musée, etc., au XVIIIe siècle, ça devient important de pouvoir identifier les œuvres par leur nom. Le nom donne un surcroît de valeur aux choses. Donc ça, c'est une première dimension qui peut être plus interne à l'histoire de l'art. Mais là, ce qu'on voit bien dans le cas de Le Thiers, c'est que c'est une signature qui est aussi une réponse à un événement personnel, qui est d'ailleurs très bien relaté dans le catalogue, que je vous invite vraiment à lire parce qu'il est extrêmement riche. Dans l'article de Darcy Grigsby, elle nous explique bien que c'est finalement, et pas seulement de Darcy Grigsby, il y a aussi toute l'introduction d'Esther Bell. Je dois être un petit peu, quand même, faire attention à ce que je dis pour mes collègues. Et Esther Bell explique bien qu'il y a eu, donc, en 1819, un moment où il est sur le point d'être nommé académicien à l'Académie des Beaux-Arts, je parle de Le Thiers, et en fait il a un vague parent qui conteste le fait qu'il soit, c'est la distinction qui se fait entre enfant naturel et enfant adultérin, c'est-à-dire que les enfants naturels pouvaient, après la loi révolutionnaire finalement, hériter, et il avait été adopté par son père donc en 1799, mais s'il avait été enfant adultérin, il n'avait pas le droit de prétendre justement à cet héritage et à ce nom de Guillon, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit assez précisément. En fait, ce nom, Le Thiers, c'est en fin de compte qu'il était le troisième fils naturel de son père, qui était en l'occurrence le Colomb Blanc, qu'il l'a adopté, reconnu et qui lui lègue seulement, donc en 1799, et son nom et son patrimoine. Et comme on le disait tout à l'heure, une plantation avec des esclaves notamment. Et donc on peut penser qu'en 1822, et aussi en envoyant le tableau finalement vers la Caraïbe, en écho peut-être avec la terre guadeloupéenne natale, il a besoin d'inscrire non seulement son nom, Guillon, non seulement le fait qu'il est né en 1760, Guillon, c'est-à-dire qu'il est bien le fils naturel de son père et non pas un fils adultérin. Et il y a donc cette réponse à ce procès, parce que ça donne lieu à un procès pour lui reconnaître le droit de porter ce nom, d'être effectivement légitimement le fils de son père. Et il y a une deuxième chose aussi qui peut être aussi intéressante, je pense, sur le plan plus général, dont on a parlé, et qui est un peu le fruit des discussions qu'on a eues dans les derniers jours. C'est quand même la dimension réunification, je veux dire, au-delà de la signature. C'est quand même un moment, 1822, si j'ai bien compris, où Pétion réunifie justement le pays, enfin qui était partitionné entre le nord et le sud. Donc finalement, peut-être que le motif de ce serment, il fait appel à 1802, mais il fait aussi référence à 1822 très précisément, parce qu'on se demandait dans nos discussions un peu, et c'est peut-être le moment où justement la scission des deux parties d'Haïti en l'occurrence par les mulâtres qui ont gagné temporairement en tout cas, qui réussissent à réunifier ou du moins à reconquérir le pays pour en faire un entier. Est-ce que c'est envisageable selon toi, Yannick, que le motif premier, ça soit plus cette réunification de 1800 ou pas forcément, ou les deux en même temps. Oui, ou les deux en même temps. Tout à fait, mais je pense qu'à l'époque aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a un rayonnement d'Haïti dans la région, et Pétion reçoit quand même Bolivar à Jacmel, et c'est à partir de Jacmel, et depuis Jacmel, pardon, qu'il va entamer la libération de 5 pays d'Amérique latine. Quelqu'un comme Billaud Varenne va en Haïti, et prend refuge en Haïti. Le général Mirna espagnol, qui s'était rallié aux insurgés du Mexique, trouve refuge en Haïti. Donc c'est une terre où on accueille les révolutionnaires du monde entier. Donc c'est une terre d'accueil. Et ça a une résonance dans toute, non seulement l'Amérique latine, mais aussi en Europe, parce qu'il y a des réfugiés qui arrivent. Donc ça aussi, je pense qu'il a senti que quelque chose se passait, et il s'est dit, je m'inscris dans cette mouvance, ne sachant pas forcément où ça allait mener, mais il s'est inscrit dans ce moment historique très fort.
Et autre chose aussi d'intéressant, quand on prend la situation d'Haïti d'entre 1804 et 1825, la situation des hommes noirs et des femmes noires en Haïti est meilleure que celle de toute la région, puisque ce sont des hommes et des femmes mis en esclavage, alors que là, ce n'est pas le cas. Et les populations vivant dans le milieu rural arrivent quand même à s'auto-nourrir. Et autre chose d'intéressant, la France a établi quand même un blocus autour d'Haïti pendant toute cette période. Donc le gouvernement lui-même a des difficultés énormes à commercialiser, bien que ce soit une zone aussi, il ne faut pas se faire d'illusions, de grande contrebande. Et qui existe et que d'autres puissances comme les Anglais et d'autres, les Américains, commencent à vouloir commercer avec Haïti. Mais c'est une zone où depuis, par exemple, depuis le 19e siècle, 18e siècle, fin 18e siècle, il y a un commerce complètement clandestin entre la Louisiane, le Cap-Français, la Havane. Donc c'est un lieu où quand même on arrive à commercer, mais ce n'est pas ce que le gouvernement aspire quand même à une reconnaissance internationale pour pouvoir faire partie du concert des nations. Il y a même des tractations diplomatiques qui se font avec un pays comme la Russie pour pouvoir essayer d'intervenir pour que Haïti soit reconnu au cœur des nations. Voilà. Et du coup, on parle de reconnaissance d'Haïti. On a parlé des différentes dates. Donc ça, c'est un tableau qui est envoyé donc en secret, qui voyage avec le fils Auguste de Guillaume Lethière pour être donné avec une lettre de l'abbé Grégoire. C'est aussi vraiment très intéressant de lire la dimension de groupe et de sociabilité très importante de ceux qui se battent pour cette reconnaissance quelque part. Et donc le tableau arrive en Haïti en 1823, 1824. La reconnaissance arrivera en 1825 par l'ordonnance de Charles X. Est-ce que pour toi, Yannick, quand tu vois ce tableau, qui est du coup un cadeau d'un peintre français en secret à la nation haïtienne qu'il reconnaît, est-ce que tu vois aussi la date de 1825, qui est un autre moment très important de l'histoire franco-haïtienne? Tout à fait. Quand arrive la dette, quand arrive donc Mako, avec ses 24 navires de guerre, je crois. Donc, Mako, c'est le rapporteur envoyé par Charles X. C'est vrai qu'à ce moment-là, le président est dans une situation difficile, parce qu'il y a un peu de réticence du côté de la population, mais en même temps, il se sent étouffé par ce blocus français qui est mis autour d'Haïti. Et il finit par capituler. Et là, j'en discutais tout à l'heure avec M. Régent, c'est que l'économie haïtienne va basculer, va changer complètement. D'une économie qui était autocentrée et puis qui pouvait finalement garantir une certaine autonomie, c'est une économie qui va être extravertie. Et toute la production paysanne, il y aura une pression parce que ce sont les paysans qui vont devoir... par la production du café, permettre de payer cette dette. Alors, il y a quand même 150 millions de francs or pour l'époque. Je pense qu'il faut dire un tout petit peu plus clairement même de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'indemnisation en échange, tu le diras peut-être mieux que moi, Frédéric, mais tu me reprendras après, en échange de la reconnaissance de la nation haïtienne par la France, qui s'oppose depuis 20 ans. Il y a des négociations depuis 20 ans pour obtenir une reconnaissance finalement de l'indépendance d'Haïti et négocier donc une indemnité chiffrant le manque à gagner des anciens propriétaires d'esclaves et de plantations en Haïti, mais n'hésitez pas si je dis ça de manière trop approximative. Et donc le pays est obligé de consentir à s'engager à payer 150 millions francs or, qui représente 3 années de production haïtienne, et c'est 10 fois ce que Napoléon demandera aux Américains pour acheter la Louisiane. Donc c'est énorme. Non, et donc et le bicentenaire arrive l'année prochaine. Voilà. Donc oui. Parce que malheureusement le temps tourne et je veux que la salle ait absolument le temps de réagir. Donc une petite réaction parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y avait de clarification.
Oui, alors en 1 minute, franchement. Enfin, oui, moi je demande l'impossible. C'est quelque chose. Bon alors peut-être une nuance que j'apporterais en disant que c'est la dette qui tourne l'économie haïtienne vers la plantation. Les militaires qui ont pris le pouvoir, qui soient de couleur, dont certains étaient, avant l'abolition de l'esclavage, propriétaires d'esclaves, on estime qu'entre 25 et 30% des esclaves de Saint-Domingue appartenaient déjà à des libres de couleur. Et donc, eux, ce qu'ils souhaitent, parce qu'il n'y a pas d'autre modèle, c'est poursuivre l'économie de plantation, poursuivre des exportations pour avoir du numéraire. Et on sait que Pétion va entamer des négociations. À la fois, c'est la reconnaissance d'Haïti qui importe, mais c'est aussi la reconnaissance des propriétés des colons qu'ils ont accaparées. C'est aussi ça qui est une question qui est au cœur de l'indemnité de 1825. Et c'est bien, voilà. c'est bien pour ça que je parle d'un impensé intérieur, parce que eux aussi, cette élite qui prend le pouvoir veut reproduire le même modèle de la plantation. Ce qui n'est pas le vœu de cette grande majorité qui, eux, construisent une culture de la contre-plantation. Et je suis désolée parce que je crois qu'on n'aura pas le temps de parler de Madeleine, qui est pourtant un tableau très cher au cœur de la Fondation, ou alors en 30 secondes, voilà. Il faut dire quelque chose de Madeleine, qui est donc un tableau du Louvre, voilà, qui a été à toutes sortes d'occasions remis de l'avant récemment, et peut-être justement pour parler un tout petit peu précisément, prendre ce tableau là où il a été peu pris, dans la signature que l'on voit ici aussi. C'est justement pour dire encore une fois le geste de Guillaume Lethière qui tente de dire quelque chose dans cet espace très étroit qu'est la signature d'artiste. Ce sont des choses qui sont très répandues dans le temps justement de la Révolution. D'autant plus que la question du nom est aussi un signe de noblesse ou de non-noblesse, que suivant les moments, c'est bien de le mettre de l'avant, de ne pas mettre de l'avant, etc. Et on voit ici la question aussi de la place des femmes, justement, comme cette révolution inaccomplie, dont on parlait tout à l'heure avec le peuple, mais là, en l'occurrence, pendant la Révolution française, c'est aussi la question de la place des femmes. Et on voit donc là la signature de la femme artiste qui a fait le portrait de Madeleine. Donc, c'est Laville Leroux, de son nom de jeune fille, alors qu'elle est déjà mariée depuis longtemps, femme Benoît, et signé 1800 en dessous. Donc on trouve dans toutes sortes de tableaux, toutes sortes de formes de signatures qui sont aussi dans un moment où les identités reposent sur des droits renouvelés, transformés par les différents temps de la Révolution. Il est nécessaire d'ajuster toujours comment on va se positionner, d'autant que ces tableaux sont exposés publiquement, ici, au Louvre, et que c'est un moment d'affichage, finalement, de la manière dont on veut se donner à voir au monde. Et pour les femmes, en l'occurrence pour les artistes nés à la Guadeloupe, ou les artistes mulâtres ou noirs, c'est aussi un moment d'inscription dans le champ du tableau, finalement, de l'identité qui est à mettre de l'avant au moment précis où le tableau est exposé. C'est très injuste pour Madeleine. Mais non, on en a quand même parlé. Et peut-être que là, on va reparler des histoires aussi matérielles qui ont relié le tableau de Guillaume Lethière à la France, et aussi à ces pérégrinations dont Yannick a déjà un petit peu parlé. Mais juste pour repréciser, donc ce tableau qui est un cadeau de Guillaume Lethière arrive en Haïti. Il se déplace. Alors, tu m'as raconté justement ce moment où donc Geneviève Madec-Capi, qui prépare sa thèse sur Guillaume Lethière, arrive en Haïti, donc a eu connaissance par ses recherches en archives de l'existence de ce tableau, puisqu'il était quand même peu connu de ce côté-ci de l'Atlantique. Et justement, qu'en était-il en Haïti quand elle arrive, quand elle prépare sa thèse dans les années 90 ? C'est vrai que ce tableau n'était pas très connu. Et d'ailleurs, il y a la taille du tableau aussi. Il y a peu de murs et d'espace capables de le porter, de le présenter. Donc il était dans l'ancienne cathédrale, et c'est Michel-Philippe Lerbourg qui a guidé ce groupe de chercheurs vers l'ancienne cathédrale. Donc elle était vraiment laissée un peu presque en abandon, enfin dans la poussière. C'est vrai. Et c'est pour ça que je dis que ce tableau suit
les pérégrinations historiques et les commotions, et comme les hasards géologiques, puisque le tremblement de terre a voulu que ce tableau se retrouve au Palais National et aujourd'hui, justement, à la Meilleure Arche, au bas de la ville. Et donc vraiment pour suivre ces mouvements qui ont aussi, j'allais dire, remis en circulation cette image, hein, parce que dans la notice de Darcy Grigsby, on parle aussi d'un premier déplacement justement pour le centenaire. Donc c'est aussi sûrement à l'occasion de cette circulation, on peut faire cette hypothèse que cette peintre refait un serment des ancêtres. Oui, alors je dois dire que mon ami Carlos Elius, qui est peut-être dans la salle, spécialiste de la peinture haïtienne, pourra vous dire qu'il existait quand même des écoles de peinture en Haïti à l'époque et que certains présidents aussi commandaient des tableaux qui s'inscrivent tout à fait dans le style néoclassique, donc avec très allégorique et racontant. Donc c'est pas quelque chose d'insolite, ça s'inscrit dans une tradition haïtienne de représentation aussi. Mais peut-être ce qu'on se disait aussi avec Anne, c'était que dans ces années-là, c'est le moment aussi où on regarde à nouveau cette peinture-là de ce côté-ci comme de l'autre de l'Atlantique. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est sûr que les années, il faut avoir en tête ce qui est le moment du bicentenaire de la Révolution française, avec la grande exposition David du Louvre de 1989. C'est un temps vraiment pour toutes les études en histoire de l'art liées à la fin du XVIIIe siècle extrêmement dynamique, surtout que c'est un moment aussi de la rencontre entre l'historiographie en quelque sorte française et américaine. Les Américains ont toujours été très intéressés par la fin du XVIIIe siècle, un peu, je dirais, dans un miroir, et donc il y a tout un mouvement, je veux dire, le moment fort de la réflexion sur l'art néoclassique, sur l'art et le politique, sur l'art et la question nationale, sur l'art et la révolution, etc., effectivement, autour du bicentenaire de 1989. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait toutes sortes de thèses qui se lancent sur les artistes de cette génération-là. Ouais. Et donc, à la suite de ces travaux de Geneviève Madec-Capic, qui voit le tableau dans un très mauvais état de conservation, il y a cette proposition de faire venir le tableau en France pour le restaurer au sein du C2RMF, notamment par les mains de Florence Delteil. Et donc là, je vous ai mis à la suite de cette première restauration, en 1998, le tableau va circuler et va être exposé une première fois ici au Louvre. Je trouve ça important de le rappeler. Il a été exposé aussi à l'UNESCO. Et puis, il fera aussi un arrêt dans un lieu très important qui est le Fort d'Elgrès en Guadeloupe. Et je remercie vraiment les collègues des services patrimoniaux et archivistiques de Guadeloupe qui m'ont transmis cette page du France-Antilles d'avril 1998, puisqu'il a été exposé au Fort d'Elgrès dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage de 1848. Fort d'Elgrès qui est un lieu éminent de la question de la révolte contre le rétablissement de l'esclavage. Ça, c'était pour 98. Et ensuite, on parlait de pérégrination et d'aventures géologiques. Et on va vous montrer simplement un film qui va vous raconter aussi cette nouvelle histoire et qui va vous permettre aussi de prendre conscience de la dimension du tableau. Il y a un moment, on me dit qu'il y a un tableau particulièrement grand qui était en très mauvais état et qui pouvait être retiré des décombres si on le faisait rapidement. Le tableau est de Guingois, il est zébré et c'est à ce moment-là que l'ISPAN, le Palais National, l'ambassade de France et la mission de sauvetage française mettent leurs moyens ensemble pour sauver le tiers. Voilà, ça vous permet d'avoir une idée de ce que le tableau a subi. Allez, vas-y Anne. Enfin, juste comme ça, en réfléchissant à des choses aussi que nous nous sommes dites, que nous avons toutes les trois évoquées, voilà. C'est peut-être prendre conscience de à la fois la dimension très interne de l'aventure de ce tableau, d'abord un peu comme sismographe, effectivement au sens propre et au sens figuré de l'histoire d'Haïti, mais aussi dans sa fortune comme œuvre restaurée, d'abord restaurée en France, donc dans les années 90, au cours de cette première redécouverte, on peut dire quelque chose comme ça, et ensuite restaurée sur place par les services aussi français, en collaboration avec les Haïtiens sur place à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Et c'est vrai que dans nos discussions justement autour de la question de la manière dont il tourne autour de l'histoire d'Haïti, on s'était dit à quel point c'est à une toute petite échelle aussi, ça pose la question de la restauration et de la réparation en général. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire une forme de co-responsabilité finalement autour de ce tableau-là, mais c'est quelque chose qui doit être décliné à une échelle beaucoup plus grande quand on pense seulement 2 minutes à l'histoire haïtienne en tant qu'elle est reliée, quoi qu'il en soit, à l'histoire française, et qu'il y a eu un bout de quelque chose autour de, encore une fois, du soin à ce tableau, au nom de l'art, hein, mais qui doit passer aussi au nom de l'homme parfois, autour de types de restauration plus grandes. Et j'avais envie d'entendre à nouveau en fait Yannick sur ce point. Je pense que c'est important. Oui. Il nous reste et ensuite on va vous passer la parole juste après cette. Je pense que c'est intéressant parce que cette discussion s'inscrit dans les débats contemporains. Le bicentenaire de la dette, c'est l'année prochaine, mais ça pose aussi ça s'inscrit au cœur du débat sur l'universel. Qu'est-ce qu'on appelle l'universel ? En disant que les propositions que nous avons jusque-là sont inachevées. La lumière, c'est une nouvelle intelligibilité du monde, mais ça demeure inachevé, dans la mesure où il faut en prendre en compte aussi autre chose. Et Haïti, je le dis souvent, c'est la matrice et le moule des relations nord-sud. Si on veut réfléchir aux relations nord-sud, on ne peut pas ne pas commencer par Haïti. Elle inaugure les rapports nord-sud. Voilà. Et voilà, en montrant cette image, donc suite à la seconde restauration, vous voyez le titre qui était le titre de la carte blanche à Jean-Marie Gustave Leclésio, le Musée Monde. Mais on voit aussi que c'était une tentative aussi, depuis le Louvre, de parler de cet universel dont Souleymane Bachir Diagne vient de parler dans sa chaire du Louvre qui vient de se terminer la semaine dernière. Donc tout à fait. Voilà, on voit comment toute cette question se pose ici depuis le Louvre. Mesdames et messieurs, la parole est à vous et je vais demander à Jean d'Amérique de nous rejoindre aussi. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au haut du tableau. Je me demandais s'il n'y avait pas une recherche du peintre de perpétuer une sorte de soumission spirituelle malgré la révolution matérielle, entre guillemets, et parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, et je trouve que c'est extrêmement important. Yannick, tu en as un peu parlé, mais je ne sais pas si Yannick, si tu veux parler aussi de... Oui, alors, déjà, donc, la présence de la divinité, alors, déjà, c'est Yahvé, enfin, il y a le tétragramme en hébreu qui indique Yahvé, et comme l'a indiqué Anne tout à l'heure, c'est une représentation de Dieu qu'on retrouve dans toutes les peintures précédentes. Enfin, si vous regardez la chapelle Sixtine, la représentation de Dieu est blanche. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le tableau de Guillaume Le Thiers, c'est que on a une version finalement déiste de Dieu. C'est-à-dire, vous avez aussi le triangle qui est considéré comme l'emblème maçonnique. Et n'oublions pas que Guillaume Le Thiers, il a connu la Révolution française, il a même été proche des milieux jacobins, et d'ailleurs son Vivre libre ou mourir montre il rappelle encore ses origines, et puis il est ami de Lucien Bonaparte. Et Lucien Bonaparte est un des proches des néo-jacobins en 1799. Et Robespierre avait mis en place ce qu'on appelle le culte de l'être suprême. Donc là, on a une vision très déiste et pas une vision catholique où il fait on a une forme d'abstraction de Dieu. Alors maintenant, la représentation de Dieu en blanc, je pense que c'est tout le monde doit comprendre que c'est Dieu. S'il l'avait fait en noir, je suis pas certain que. Et d'ailleurs, même le tableau de 1904, on met quand même un archange blanc à côté. C'est déjà progrès. Oui, c'est un progrès. Mais on est en 1904. Mais on est en 1904. Non, peut-être juste dire aussi que, par exemple, dans les milieux
abolitionniste et ami des Noirs sur la longue durée parisiens dans lesquels évolue le tiers. N'oublions pas qu'il fait ce tableau depuis Paris, quand même. Il y a donc déjà le motif iconographique du dieu blanc, du vieil homme avec une grande barbe blanche comme ça, qui est certainement prégnante. Enfin, il va chercher dans un vocabulaire, dans une grammaire ornementale qui exprime quelque chose qu'il connaît. Mais il y a une deuxième chose. Je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, pour Guillaume Guillon-Lethière, très ami donc avec l'abbé Grégoire, dont on a déjà parlé, l'abbé Grégoire qui est aussi l'auteur de la littérature des Noirs, etc., qu'il y ait incompatibilité de la religion avec l'émancipation politique. Au contraire, en fait, ce qu'on voit nous comme étant quelque chose qui empêche l'émancipation politique des Noirs et des libres de couleur, parce qu'ils seraient encore dominés par un dieu blanc, en gros c'est ça que vous voulez me dire. Je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui soit complètement incompatible, parce que c'est quand même la représentation d'une divinité. Et il n'y a pas nécessairement rupture avec la foi catholique pour accéder à l'émancipation. Et si on pense le lien qu'il avait étroit avec l'abbé Grégoire, c'est typiquement ça. Donc ça peut être aussi une manière de voir ça de manière un peu décalée par rapport à ce qui était possible de penser en termes d'émancipation noire, postcoloniale, tout ce que vous voulez, etc., en cohabitant avec cet être suprême, d'une part, donc le Dieu déjà paganisé en quelque sorte, et en plus avec la religion catholique, en l'occurrence, dans ces milieux charitables, pas complètement extérieurs au sentiment catholique. Plus, je dirais, le motif iconographique d'histoire de l'art. Donc ça se tient, si vous voulez. Ça se tient bien pour le temps, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Même si, effectivement, en 1904, par une femme, il y a un progrès. Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, il ne faut pas qu'on regarde ce tableau avec notre regard de 2024. Il faut bien voir que c'est daté et que quelque part, c'est une proposition déiste, comme la Lumière, le XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier aussi l'influence de la franc-maçonnerie, qui est très très forte dans les Antilles, particulièrement en Haïti. Et même, il y a certains rites qui ont été inventés. Je crois que j'ai demandé à un ami, justement, qui a fait une histoire de la franc-maçonnerie en Haïti. Il a montré comment c'était très fort. Et on retrouve, donc c'est l'image d'un dieu architecte de l'univers pour l'époque. C'est plutôt ça. Et d'ailleurs, il m'a montré comment on retrouve, dans la composition même du tableau, on retrouve le triangle avec le sommet vers le haut, on retrouve le compas et on retrouve l'équerre. Je ne serais incapable de vous faire la démonstration, mais voilà. Donc, et je pense que c'est important. En 1904, cette femme qui fait ce tableau, il y a déjà une autre proposition. Parce que elle est la petite fille de Pierrot. Pierrot, c'est un des présidents d'origine les plus populaires en Haïti. Donc, elle est déjà imprégnée de culture beaucoup plus populaire que Pétion. Donc, là, on voit qu'à côté de l'image céleste de blanc, il y a une figure noire. Donc, c'est déjà une appropriation de quelque chose de plus interne, de plus endogène. Et je crois que, et je l'ai dit en parlant tout à l'heure, il nous faut toujours nous mettre en tête que l'histoire est complexe. Les sociétés n'évoluent pas de manière rapide. Et que souvent, la complexité, l'inachèvement, on doit prendre en compte tout cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la révolution haïtienne, c'est un moment central de l'histoire de la modernité. Mais elle a ses propres limites, comme je le montrais tout à l'heure. Parce que les modèles proposés étaient des modèles sur le modèle des propositions occidentales des Lumières. Et il y a une population qui elle-même aspirait à autre chose. Donc là encore, si on veut comprendre ce qui se passe en Haïti, il faut regarder la longue histoire. Autrement, on ne peut pas comprendre. On se dit, oui, Haïti, toujours les Haïtiens qui font... Il faut comprendre. Qu'est-ce qui se joue là? Et qui se joue encore aujourd'hui?
Donc je crois qu'il nous faut, en fait, les extrêmes, le désir d'extrême, c'est le désir de mort. Donc il faut toujours aller dans la nuance et la complexité. Je pense que c'est la manière d'avancer avec lucidité sur les événements historiques. Et puis voilà. Non, en fait, bon, je vais peut-être un petit peu revenir en arrière, mais j'entends très bien ce que dit Yannick et Anne sur le contexte où ça a été produit, et on ne peut pas, on ne peut peut-être même pas percer toutes les motivations de cet artiste, mais quand même, bien avant le tableau donc de Lorvana Pierrot, ça me faisait penser au discours poème qu'a prononcé Boukman, qui date de beaucoup plus longtemps encore, où il rejette catégoriquement le Dieu blanc. Et c'est vrai que ce tableau, ça me faisait réfléchir sur la représentation de ce Dieu blanc, en fait, qui est au-dessus de ces hommes qui viennent de gagner leur l'indépendance de leur pays. Donc oui, je sais pas comment les pensées circulaient à cette période sur cette question-là, mais il y a quand même, donc en 1791, Boukman Dotsi, pour lancer la cérémonie du bois caïman qui va donner la révolte générale des esclaves, qui a prononcé ce discours. Il rejette le Dieu blanc. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis, Jean, d'Amérique, que il ne faut pas oublier les chefs que sont Pétion et Dessalines. Pardon, Pétion vient avec l'expédition Leclerc, c'est un officier de l'armée française. Il y a eu pendant toute une période l'annulation, carrément, ou faire disparaître les chefs de bande. Les chefs de bande, c'était ceux qui faisaient la révolution d'en bas, comme Caroline Fick, dans un très bon livre, le dit, The Revolution from Below. C'était pas tout à fait le même projet. À un moment donné, oui, on était tous ensemble contre la domination française, mais les projets n'étaient pas les mêmes. Et quand il parle de Boukman, c'est un chef rebelle justement populaire. Déjà, lui, il est en avance. Il rejette et il va dans le sens de ce monsieur qui a posé la question. Donc, il faut bien analyser. Si on ne comprend pas qu'il y a deux modèles en jeu dans cette révolution, on ne pourra pas comprendre ce qui se joue après et ce qui se joue jusqu'à aujourd'hui. Auquel s'ajoute, encore une fois, je dis, c'est un tableau quand même fait par un peintre français, académicien de 1820, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait non plus dans le contexte local. Il est fait à distance. Ses relations sont avec les mulâtres de Haïti. Donc, il est pris dans quelque chose qui précisément est une partie d'Haïti, pas tout Haïti, je pense. Pardon. Je me demande si on a déjà dit que le peintre, c'est un métis de Guadeloupe. Parce que là, tu viens de dire français. Voilà, donc il est... Oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais il est aussi très proche de cette catégorie. Il est en relation donc avec le successeur de Pétion, Boyer. Il a connu lui aussi ce sort de vraisemblablement né esclave, rangé dans la catégorie des libres de couleur. Et d'ailleurs, c'est plutôt sur le tard, le procès que tu évoquais, où on le renvoie, donc en 1819, où on le renvoie à son origine, procès qu'il gagne, mais enfin malgré tout on le renvoie à l'origine de sa mère, donc qui est qualifiée de mulâtresse affranchie. Voilà, alors c'est pas le tableau non plus, même si d'apparence, si on le voit, tout le monde... on pourrait se dire qu'il est blanc, mais c'est quelqu'un qui a aussi ce vécu de la couleur et cette appartenance à cette catégorie spécifique des gens libres de couleur. Comme on le disait, qu'il revendique aussi pour la première fois par sa signature. Est-ce qu'il y a d'autres réactions et questions ? Nous avons une question là-bas. Entre-temps, je peux dire, on peut même l'envisager comme une petite séquelle coloniale aussi.
Voilà. Justement, c'était le propos que j'allais apporter. Ça me fait un peu penser toujours à... alors, c'est pas la même époque, mais Portrait du colonisé d'Albert Memmi, où il dit que justement, même après la décolonisation, finalement, il y a quand même eu un carcan imposé par la société coloniale pendant des années, et que du coup, il y a quand même un enquistement par l'intérieur, et une incapacité, même quand il n'y a plus le carcan colonial, de complètement remettre en question la société coloniale. Et je trouve que ce tableau, et je trouve qu'il y a un travail aussi à faire de parler de cette non-capacité encore à tout remettre en question dans la société du coup coloniale et esclavagiste. Vous avez dit qu'il était quand même propriétaire d'esclaves, etc. Donc, enfin voilà, c'est en plus mon propos, moi je travaille beaucoup là-dessus, mais voilà. Et la deuxième, j'avais une vraie question par contre. La question c'était, est-ce que vous pouvez dire un mot sur la population derrière ? Allez-y, vas-y Yannick. Est-ce qu'elle est derrière ou en bas? Enfin, je sais pas. Moi, elle est plus bas. C'est pour ça que je crois qu'il y a une composition verticale, quoi. Justement, c'est cette population. Alors, j'ai un ami historien qui va jusqu'à dire que quand arrive 1804, on fait une constitution, il y a de grandes paroles très lyriques, mais il y a la majorité de la population, elle est encore non concevable et non désirable, c'est-à-dire elle n'est pas encore dans la tête. C'est-à-dire les nouveaux maîtres voient le modèle, des anciens colons. Donc il y a une sorte de mimétisme par rapport à ça. On n'a pas encore imaginé la possibilité de ce modèle-là, c'est-à-dire de ces revendications-là. C'est une révolution qui s'inscrit dans un certain modèle, bien qu'elle soit je crois, un pas énorme quant à faire avancer les idées sur qu'est-ce que c'est que l'universel, qu'est-ce que c'est que l'égalité des races, qu'est-ce que c'est, voilà, tout ça. Elle fait avancer ces grandes... Mais à l'interne, et c'est pour ça que je parle d'un impensé, il y a un double impensé. L'impensé à l'interne, c'est... On n'a pas pensé à un modèle qui intègre les aspirations de cette grande majorité. Donc il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que je dis que l'histoire, je le répète, est imparfaite, toujours, et incomplète. Et je crois qu'il faut vivre avec cette part d'irrésolu. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est qu'on va à chaque fois essayer de faire que cet irrésolu se réduise. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour réfléchir, proposer, agir et continuer. Et je crois que c'est important. Oui, on va prendre 2 questions à la suite. Bonsoir. Au-delà de la question haïtienne et de l'histoire d'Haïti précise sur laquelle on a vraiment compris, je suis là. Moi, ce qui m'apparaît, c'est quand Guillaume Guillon-Lethière signe né à la Guadeloupe en 1822. Je me suis demandé, est-ce qu'il ne fait pas également référence à la situation de la Guadeloupe, son île natale, en 1822? Même si lui est à Paris, bien sûr, mais je vois une image qui, symboliquement, est révolutionnaire pour la Guadeloupe de l'époque, c'est-à-dire un mulâtre et un noir qui serrent les coudes et qui prêtent serment ensemble à un moment où on vit dans un régime d'apartheid. Il me semble oui, effectivement, Haïti et la Guadeloupe n'ont pas du tout la même histoire en 1820. Et 1822, faire cette union des Noirs et des mulâtres, 2 ans après, c'est l'affaire Bicêtre, c'est 200 mulâtres qui sont déportés. Donc c'est quand même un geste... Alors oui, en 2024, ça paraît ringard, mais c'est quand même solide, moi, je trouve. Et je me demande s'il n'a pas voulu aussi parler de la Guadeloupe. Voilà, ma question-remarque. Oui, certainement. S'il met né à la Guadeloupe, c'est que il montre sa conscience d'Antillais, de Caribéens et de solidarité. Et ce qu'il y a de très fort dans ce tableau, en 1822, donc c'est quand même une période où arrivent au pouvoir les ultra-royalistes, donc on est dans l'ultra-réaction, et n'oublions pas que ces ultra-royalistes, c'est eux qui vont mettre en place l'indemnité de 1825 pour Haïti, mais ils mettent en place aussi une indemnité pour le peuple français, c'est le milliard des émigrés, c'est-à-dire indemniser toutes les, entre guillemets, victimes de la Révolution, c'est-à-dire les royalistes qui ont quitté la France et dont les biens ont été confisqués et vendus. Et donc,
Guillaume Le Thiers, là, ce qu'il fait, c'est un acte politique très fort. Encore une fois, je dis écrire, vivre, libre ou mourir, je sais pas, mais c'est comme si quelqu'un en Russie écrit « Vive l'Ukraine libre ». Ça correspond à ça aujourd'hui. Donc c'est un geste politique extrêmement fort. Et le deuxième geste politique qui est très fort, il appartient à cette catégorie des mulâtres métis, enfin, parce que lui, il est 3/4 blanc, 1/4 noir, et ancien propriétaire d'esclaves. Il a vendu une plantation en 1809. Et là, il montre l'alliance entre les deux groupes, c'est-à-dire le groupe des anciens esclaves personnalisés par Dessalines et le groupe des anciens libres de couleur personnalisés par Pétion. Et ça aussi, c'est un cheminement politique qui est particulièrement fort. Enfin, aujourd'hui, comme le disait Yannick Lahens, en 2024, c'est facile de dire « ah oui, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça », mais il faut voir que il met sa carrière en danger. Non, tu penses pas ? Non. Parce que jamais il ne pense à l'exposer. Non, mais il l'expose pas, oui, mais si il avait été... Oui, non, mais... Enfin, on a compris en gros ce que je disais. Oui. Oui, il l'expose non, pas à Paris, mais il le fait. Enfin, si on découvrait qu'il fait transporter ce tableau pour Haïti, enfin, non. Je pense vraiment... Prends le micro. Je prends le micro, Frédéric, pour lui répondre. Je pense vraiment qu'il y a, enfin, le fait de concevoir quelque chose en catimini, qui a un projet très précis, qui est organisé pour être véhiculé par son fils, etc., qui est un projet, je dirais, souterrain, hein, dans le sens de ces chemins parallèles non publics, ça ne l'expose pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui a mené sa carrière de telle manière à ne jamais être exposé. Donc, qu'il y ait une vraie motivation profonde de dire quelque chose à la Caraïbe noire, en gros, à ce pays d'émancipation noire, etc. J'en suis tout à fait convaincue, mais à aucun moment il ne prend le risque que ça soit quelque chose qui soit qui traverse sa vie professionnelle parisienne. Il vient de rentrer à l'Académie, il revient de l'Académie de France à Rome, il a tout réussi sur le plan de la carrière, et il a probablement ce très sincère désir de faire écho à ce qui est en train de se passer à Haïti, mais je pense que il ne met pas du tout en jeu sa carrière. C'est quelque chose qui fait comme des choses qu'on peut écrire, je sais pas, sous l'anonymat ou des choses comme ça. Enfin, c'est... Juste un mot, il y a quand même un espion français qui mentionne la présence d'Alexandre, de son fils, à Haïti. Et justement, j'écoutais une conférence récemment de Claude Ribes sur ce tableau, enfin sur Guillaume Le Thiers en général, et il dit que le fils, en arrivant en Haïti, porteur donc du tableau, demande la nationalité haïtienne. Je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, est-ce que c'est de manière honorifique ou est-ce qu'il était en danger? Je ne sais pas. On va prendre 2 questions à la suite et ça sera malheureusement nos 2 dernières questions. Merci beaucoup. Je vais vite en fait. Et la question de modèle de société ou de modèle politique choisi après la déclaration de l'indépendance d'Haïti, ça m'intéresse beaucoup et qui cause du tort en ce moment, maintenant à Haïti, ce modèle choisi-là. Donc on a souvent dit qu'il n'y avait pas d'autres modèles, mais pour moi, en fait, je me pose souvent cette question, est-ce que c'est une réalité? Attestant que Dessalines, lui, je me suis dit, ma question c'est ça, est-ce que Dessalines, au fond de lui, n'avait pas un autre projet qu'il n'a pas su imposer, justement après, parce qu'on l'a assassiné? Justement, cette histoire de mulâtres et de noirs, notamment Pétion, qui avait participé à l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Est-ce que c'est pas par rapport à un autre modèle que Dessalines voulait proposer à la société haïtienne qui a eu... C'est pas parce que pour ça qu'il a été assassiné. Donc, 2 autres questions rapides, on m'a dit. Ce n'est pas une question. Je voulais juste dire à quel point ce tableau s'explique par la dimension guadeloupéenne, comme on l'a dit déjà, de Le Thiers. Non pas dans sa vie personnelle, non pas dans la question peine un mulâtre, un noir, et quel rapport avec la Guadeloupe, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond, qui est sortir Haïti de la solitude dans laquelle tous les colonisateurs et tous les empires du moment l'ont mis. Essayer d'écraser Haïti par le fait de faire un cordon sanitaire autour. Ce tableau qui est peint par quelqu'un qui vient de Guadeloupe.
on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire quoi venir de Guadeloupe? Ça veut dire de l'île qui est dans la même histoire de libération qu'Haïti aux mêmes dates et à la même période. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à oublier. Pourquoi? Parce que cette bataille qui a été faite pour la liberté et qui aboutit à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, Haïti, et à la Guadeloupe, en même temps, ensuite, avec la répression, aboutit à l'échec. Ensuite, en Guadeloupe, donc ce qu'on appelle, nous, l'épopée de Delgrès. Delgrès qui lui-même était célébré par Dessalines comme étant ce qui allait permettre à Haïti de vaincre après ce vivre libre ou mourir, qui était le slogan même de ceux qui sont morts en Guadeloupe le 8 mai 1802. C'est une chose extrêmement parallèle. Monsieur, et donc, on a promis la parole à une dernière personne. Non, mais ce qu'a fait le tiers, c'était dire la dimension caribéenne de cela. C'est un acte artistique et en même temps politique pour sortir Haïti en disant on est solidaire et nous qui avons vécu quelque chose comme ça. Je suis désolée, monsieur. Non, mais on va. Voilà. Non, mais. Non, c'était juste, je finis ma phrase, c'était pour dire à quel point ce geste-là avait aussi cette dimension d'ouvrir le combat d'Haïti en liaison avec le combat des autres, et notamment ce combat terrifiant qui a abouti, Frédéric le dit, à une répression horrible dans la Guadeloupe. Ça a été une des pires qui a été faite lorsqu'elle a été perdue. Et là aussi, il y a un point commun et une solidarité, et que ce peintre d'origine guadeloupéenne fasse ça a aussi un sens très fort. C'est pour ça que ça a eu un sens très fort pour les Haïtiens aussi. Merci, monsieur. Une ultime question très rapide et après il y aura, pour finir, la parole à Jean d'Amérique. Moi, j'ai une question un petit peu décalée. Je suis un peu déçu quand même qu'on n'a pas trop présenté Guillaume Le Thiers de la manière dont moi j'attends. Parce que je trouve qu'on n'a pas mentionné que c'était une personne très, très ambiguë. C'est-à-dire une personne qui jouit de beaucoup de choses de la France. À un moment donné, il est parti, etc., directeur Villa Médicis. Voilà, il a fait beaucoup de choses sous couverture, entre guillemets, c'est-à-dire il n'a jamais révélé son identité, ce qui va faire juste au moment où il va avoir cette espèce de dénonciation. Il est dans l'obligation, en quelque sorte, aussi de revendiquer son origine. Donc voilà, c'est un personnage très très ambigu qui est fils d'esclave, autrement dit esclave, père esclavagiste, qui bénéficie en quelque sorte de la plantation de son père. Autrement dit, monsieur est aussi esclavagiste, que l'on accepte la vérité ou pas. Donc qui a, à un moment donné, où il a comment je peux expliquer ça? Enfin, il a vendu l'habitation de son père. Il a bénéficié de tous ces avantages de cette habitation. Pourquoi on ne met pas aussi en évidence cette espèce d'ambiguïté chez le personnage? Il me fait penser à Schulcher, entre guillemets. Donc j'ai beaucoup de soucis par rapport à ça. Mais laissez-moi terminer, mais je dois poser ma question. Donc c'est important, c'est extrêmement important. Donc ma question c'est, est-ce que le fait qu'on ne montre pas tous ces aspects de ce personnage, ça ne contribue pas à une forme de cacophonie, pour reprendre les termes de Jean-Ronald Augustin, qui a travaillé sur la question de mémoire de l'esclavage, où il a fait une étude comparative entre les sociétés bordelaises et nantaises et à Port-au-Prince. Est-ce que ça ne renforce pas cette espèce de cacophonie qu'il a parlé dans son travail, quand on voit comment les musées aujourd'hui ils essayent de se donner bonne conscience pour présenter des travaux, mais des travaux entre guillemets rabâchés? Merci beaucoup. On va prendre une minute pour répondre à chaque question et après on laissera la parole à Jean d'Amérique. Oui, alors, juste pour répondre sur le projet de Dessalines. Dessalines, il ne faut pas oublier que lors du régime de Toussaint Louverture veut maintenir le système de plantation. Il rappelle même les Blancs. Et il nomme comme inspecteur général des cultures Dessalines. Deuxième chose que Yannick Lahens a évoqué, c'est entre avril
1802 et octobre 1802, Dessalines est au service de l'armée de Leclerc et il combat justement les Africains, parce que lui c'est un noir créole, il combat les Africains qui sont dans les mornes, qui sont les porteurs de la révolte qui est encore en cours, et Dessalines est vraiment dans ce modèle de plantation, bon, s'il est assassiné, c'est pas pour des raisons d'économie de plantation ou d'économie vivrière. Pendant très longtemps, c'est votre point de vue, mais enfin, bon, ça bon, c'est. Alors moi j'ai un étudiant haïtien qui a fait une thèse là-dessus, c'est pas ce qu'il dit, mais bon. Il nous reste 30 secondes, si vous voulez. 30 secondes, en réel 30 secondes, Yannick, tu voulais réagir à quelque chose ou pas du tout sur ce qui a été dit? Non. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur. Mais du coup, sur les ambiguïtés, j'ai envie de dire, vous les avez, du coup, vous les avez, du coup, redites ce qu'on n'a pas dit, donc merci. Non, je donne quelques minutes dans mon temps. Yannick, tu peux parler du coup. Non. Bon, voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que et au cours de ma présentation, je l'ai faite. Je crois que si on s'attend à avoir des révolutions parfaites, avec des héros sans faille, cela n'existe pas. Alors, je dis que la révolution haïtienne est un moment central et fondateur parce que la révolution haïtienne fait montrer les contradictions et les limites même du projet des Lumières. Il faut aller en profondeur pour voir comment. Donc, d'un certain point de vue, l'histoire est toujours imparfaite. Qu'on prenne la révolution cubaine, qu'on prenne la révolution chinoise, enfin, il y a toujours de l'imperfection. Il faut avoir cette lucidité pour pouvoir aller plus loin. Et les personnages qui entrent en jeu qui entrent en action dans ces révolutions ont leurs limites et leurs contradictions. Je veux parler de Dessalines. Quelque part, c'est vrai qu'il y a tout un mythe aujourd'hui autour de Dessalines qui voulait faire une réforme agraire, mais Dessalines s'inscrit malgré tout dans ce modèle-là. Et quand Jean Casimir, dans l'histoire décoloniale des Haïtiens, dit qu'on n'a pas encore pris en compte et en considération, personne ne l'a encore fait jusque-là, cette culture, il faut prendre en compte cette dimension, je dirais, anthropologique. Quand, par exemple, les livres de géographie, le plus petit espace, c'est la commune. Non. Dans la manière d'occuper l'espace de ce monde d'en bas, c'est le lacou. Quand on met des années et qu'on fait qu'il y a plusieurs actes de naissance, il y a l'acte de naissance des villes, l'acte de naissance paysan, on est dans une société de discrimination. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est en marche et qui doit être en marche encore aujourd'hui. On n'a pas encore conçu ni désiré dans sa tête la dimension des anthropologies culturelles et des demandes politiques de ce que Caroline Fink appelle de la révolution d'en bas. Si on a de la violence aujourd'hui, c'est précisément parce que ce sont des décennies de discrimination accumulées. Donc, il y a un gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment va-t-on prendre en charge, justement, et achever, pousser plus loin cette première révolution de 1804. Voilà. Merci. Donc, Guillaume Le Thiers, oui, il a des contradictions. Qui n'en a pas. On a essayé de le montrer, mais c'était très bien que vous le rappeliez. Voilà. Donc, merci, Jean, pour la générosité d'avoir donné quelques-unes de ces minutes à Yannick. Et donc, comme vous l'avez bien senti ce soir, ces conversations autour du serment des ancêtres, elles sont plutôt ouvertes, et donc on n'a pas fini d'en parler, et on sera très heureux de continuer à échanger avec vous. Voilà, donc pour finir, Jean d'Amérique. Frères et sœurs dans la révolte, me voici. Me voici l'oublié, la délaissé, la piétinée. Je reviens vous hanter. Vous faites semblant de ne pas me connaître. Vous vous êtes bien gavé du fruit de l'oubli.
né du premier soulèvement général des fleurs, un ciel ardent accroché aux lèvres en guise de cri. Debout en moi, la lumière humaine demande à grandir, mais la terre toujours repousse ses racines. Mes bourgeons écrasés, mes grains de beauté au second rang, nul bouclier sous le bec de l'oiseau malheur. Avant que chantent les fusils au bout du petit matin, je sais déjà que la tendresse reniera mon visage, pas moins que 3 fois. Combien de chair faudra-t-il brûler pour retrouver mes os? Combien de siècles faudra-t-il traverser pour réveiller ma mémoire? Combien de sanglots à défier pour rafraîchir ma parole? Ô fracture, mon amour, ô poussière, ma république, ma faculté de mourir. Me voici, mourirait beau, m'a-t-on dit, pluie amère dans mes yeux, mourirait beau, un chant couteau, un chant qui trucide, hymne de sang normal pour l'histoire, hymne de silence imposé sur mon nom, hymne de canon dans la bouche de mes combats, hymne de main d'État qui cache l'histoire, hymne de balles réelles dans les tempes de ma lutte, hymne cadavre, chorale de cartouches dans la nuit noire de mon histoire. Je suis la dernière génération des cadavres en vacances. J'ai fini mon temps de silence. Je révoque mon destin de poussière. La rue m'appelle à travailler la vie à bout de sueurs et de feu. La vie m'appelle à me réveiller du tombeau de l'oubli pour réécrire mon odyssée, pour défoncer les portes de l'histoire qu'on m'a fermées depuis si longtemps. Renaissance. Un poème flambant neuf immatricule ma colère. J'ai chaud, le temps m'est compté. Voici les feuilles tombent et viennent jaunir ma rivière, sève amère qui remonte le pays de ma pensée. Ma lumière périt doucement sous vos ombres. Vous avez fait de mon héritage une porte fermée. Si construire faut-il, je me remets, je vous remets au charpentier de la honte, enfant des larmes éternelles, aux machines du 21e siècle. Les mêmes plaintes convoitent votre partition. J'entends au loin les cloches de l'aliénation qui nourrit votre symphonie. Combien de chansons devrais-je encore tisser pour la chorale de l'aurore? Si je connais la fatigue, j'ai l'âge de la pierre qui ne peut même plus casser les vitres. Dernière saison d'une révolte incertaine, mais je reviens vous hanter. On dit que chaque seconde s'éteint une étoile et que le sang ralentit et que l'oxygène s'épuise. On dit que c'est la nuit qui arrive. On dit que les rideaux vont bientôt se fermer, que la saison sera blanche et que je dormirai dehors, loin des pages de la grande histoire. On dit que chaque jour qui passe, les clous se resserrent et que les chaînes mûrissent. Pourtant, je les ai bien cassés. Je les ai cassés dans le champ de Saint-Domingue. On dit que mon visage sera voisin de la nuit, que mes gestes seront trop épais, que les rides vont dévorer ma lumière et que mon corps va faire faillite. Et si c'était vos yeux qui vieillissaient? Moi, je reviens de la poussière, je reviens vous hanter. Il faudra que je laisse un phare dans la nuit pour les aurores de demain, pour les générations à venir. Je reviens des cendres, je reviens d'outre-tombe. Vous m'avez condamné à la mort, mais la mort, sachez-le, la mort n'a pas beaucoup de pouvoir. Quand on décide de l'affronter, elle ressemble à une simple question posée à la mémoire. Moi, j'ai les yeux tournés vers l'impossible. Aujourd'hui, beau jour, que la vie commence. Je casse la coquille et je vois 1000 soleils se déplier. Je frotte les allumettes et 1000 rêves s'allument. Je révoque les ressacs de mon histoire sacrifiée. Je retrace le chemin, n'en déplaise aux cailloux. Une autre traversée commence ici. 1000 bougies pour mon souffle, dîner à la chandelle d'une nouvelle vie. L'eau a coulé sous les ponts crasseux de l'histoire. Mais voici déjà reviennent les nuages. Les rivières vont renaître. Encore une mer à traverser comme a dit l'autre. 1000 fois sur le métier d'exister. Je continue mon ouvrage de lumière. Laissez-moi remplir mon portefeuille d'aubes nouvelles. Laissez-moi entrer dans le nouveau poème.